Jérôme, roman de Jean-Pierre Martinet, chapitre 3, première partie. Les grandes coupables, les noix, étaient toujours dans le bol en faïence, peu bavardes, comme d'habitude, mais insolentes dans leur silence même, ce silence qu'elles répandaient lentement, insidieusement, dans la ville asphyxiée peu à peu par la nuit. Cravate rose ou pas, M. Cloret était bien mort, et je savais pourquoi maintenant. Tout avait conspiré contre lui. Les odeurs, les couleurs, les vêtements, mon mohair bleu, puis le gris, mes chaussettes jaunes, mon pantalon, l'absence de Polly, celle de Solange aussi, peut-être, et surtout ces imbéciles de noix qu'il n'aurait jamais dû demander, en tout cas pas de cette manière. Cela, il aurait dû le savoir, mais non, il ne pensait qu'à ce funeste merlan qui lui avait dérobé son fils imaginaire il y a bien des années. Son visage était à peine violacé, presque tranquille. Un visage de retraité qui attend paisiblement la fin de la journée. Aucune de ces traces de strangulation qui remplissent d'une joie morbide les amateurs de faits divers. Le plus choquant, à mon avis, c'était cette bouche grande ouverte qui semblait réclamer encore une dernière bouffée d'oxygène. Rien de tout ça ne me bouleversait vraiment. J'ai toujours aimé les morts. Ils sont meilleurs que nous, moins sournois, moins lubriques, bienveillants au fond. Solange me parlait souvent de l'esprit gentil des morts. Elle les connaissait bien. Elle avait de bonnes raisons pour cela. Ce que le crépuscule dérobait au jour, elle l'amassait patiemment en elle, elle en faisait sa substance, et silencieusement, elle grandissait dans l'ombre, loin de l'atroce bêtise quotidienne. Que pensait-elle de la mort de M. Cloret ? La considérait-elle comme un stupide accident ? Une coïncidence ? Ou, au contraire, comme l'aboutissement de toute une vie, la mienne, tout entière tendue vers le meurtre ? C'était presque impossible de savoir ce que pensait vraiment Solange. Il fallait se contenter d'approximations, de visions très floues, de fantômes de vérité. C'était un peu comme lorsque j'allais au Gaumont Palace avec ma maman, autrefois, et que la lumière se rallumait à la fin du film, faisait s'évanouir les rois et les reines dans la laideur rosâtre des tentures fanées. J'ai ouvert le col de la chemise de M. Cloret, comme si cela avait pu l'aider à respirer. En tout cas, même s'il n'y avait plus rien à faire maintenant, il devait se sentir mieux. Je lui ai fermé les yeux, puis la bouche, non sans difficulté, car la mâchoire résistait obstinément. Un véritable piège en fer, et quand j'ai réussi enfin à vaincre sa mauvaise volonté, elle a claqué avec un bruit sec, projetant à mes pieds un petit morceau de langue sectionné par les dents. Le sang s'est mis à gicler sur la cravate rose, sur le col de la chemise, sur Polly, sur Solange, sur la ville, partout, sauf sur moi, miraculeusement épargné, sans doute parce que je n'étais absolument pour rien dans cette histoire. Un bouton s'est détaché de la chemise de M. Cloret, a roulé lentement à mes pieds, puis s'est arrêté à côté de ce qui avait été un morceau de langue autrefois. Il s'est immobilisé à quelques centimètres de la tache de sang qui avait fait sur le parquet le petit bout de chair rosâtre, un peu comme s'il avait voulu manifester par sa réserve le désintérêt qu'il éprouvait pour celui qui, si longtemps, l'avait porté en lui, sans jamais se soucier de ses désirs les plus secrets. C'était un petit bouton en nacre, avec 4 trous. Il avait déserté à jamais la chemise de son maître, la laissant tristement béante sur la chair blanchâtre, parcourue de quelques poils blonds. Il avait décidé enfin, après des années de bons et loyaux services, de partir à la découverte du vaste monde, suivant ainsi les conseils de Solange, qui affirmait qu'il ne fallait jamais servir très longtemps le même maître. J'ai fait glisser du pied le morceau de langue sous un meuble, j'ai essuyé avec mon mouchoir la traînée sanglante, et j'ai pris le bouton dans ma main. Il avait l'air si démuni, si abandonné, un pauvre morceau de nacre de quelques centimes, qui n'avait plus ni famille ni amis, pas la moindre relation qui eût pu lui trouver un nouvel emploi, que j'ai fondu en larmes. J'avais l'impression de voir le cadavre de M. Cloret pour la première fois. Il y avait en lui quelque chose d'enfantin, un étrange dénuement. Cet homme-là n'était pas dépourvu d'amour pour son prochain. Je m'étais complètement trompé. Les 2 chômeurs en flammes veillaient sur lui. Ils montaient la garde, comme les anges au fronton des petites églises de campagne enfouies dans l'herbe. Voilà que je devenais sentimental. Solange n'aurait pas aimé ça. Il faudrait que je me surveille.
Dans l'horreur du soir tombant, je regardais fixement le sang couler de la bouche mal fermée. Les étrangers étaient dans la maison, j'en étais sûr maintenant. Solange aussi peut-être, là, derrière moi, une paire de ciseaux à la main. Cette sale paire de ciseaux, au bout recourbé, qu'elle laissait traîner n'importe où dans sa chambre, prête à me la planter dans le dos. Elle avait beau condamner toutes les formes de violence, je savais bien, moi, qu'elle pouvait être dangereuse, parfois, et qu'alors il fallait être sur ses gardes. Le plus pénible, c'était de penser que si ma mame découvrait que j'avais tué Monsieur Cloret, elle me priverait de salade de museau et d'argent de poche pendant plusieurs jours. Elle n'aimait guère que je fasse des bêtises. Elle était indulgente, certes, mais cette fois elle trouverait peut-être que j'avais un peu dépassé les bornes. Il n'y avait qu'une seule solution, lui cacher cette mort. Dissimuler le cadavre, je n'en avais guère le temps, car elle aurait pu arriver à l'improviste. Mieux valait attendre la nuit, quand elle serait étendue, ivre morte, dans son lit. Solange me donnerait une idée certainement. Elle savait, elle, comment on se tire de ce genre de situation. L'urgence donc, donner l'impression, même un peu vague, à ma mame que son cher Monsieur Cloret était encore vivant. Ce ne serait sans doute pas trop difficile, car elle allait certainement rentrer à moitié saoule, comme d'habitude. En général, quand elle était dans cet état, elle parlait toute seule, faisant les questions et les réponses, riait, pleurait, se sentait pleine d'amour pour l'humanité tout entière, puis allait se coucher tout habillée. Il n'était pas rare qu'elle se réveille dans le vomi, en plein milieu de la nuit. Alors elle appelait au secours, frappait dans le mur avec sa canne pour me faire venir d'urgence dans sa chambre. Mais lorsque j'étais près d'elle, elle déversait des flots d'injures sur Solange et la rendait responsable de tous ses malheurs. Elle l'accusait de vouloir la rendre folle. Je la suppliais alors d'oublier Solange, ou en tout cas de parler d'elle un peu moins fort. En général, au bout d'un quart d'heure, elle se mettait à ronfler. Ronfle, petite mère, ronfle bien. Demain, tu retrouveras ta pauvre vie de chien crevé, la saloperie quotidienne, le réveil horrible dans les draps sales, l'absence de toute joie, la tristesse chaude des bistrots, les sarcasmes de Solange. Ronfle bien pendant que je mets des lunettes noires sur le visage de Monsieur Cloret et que je lui noue autour du cou une belle écharpe rouge, celle-là même que j'avais offerte à Solange et qu'elle n'avait mise que 2 ou 3 fois. Elle la trouvait trop bon marché, vulgaire, mais elle allait fort bien à Monsieur Cloret. Elle s'accordait à merveille avec son teint de blonde, et, de plus, comme elle lui arrivait presque au ras du nez, elle lui donnait un air mystérieux du plus bel effet. J'ai redressé le corps pour qu'il ait l'air moins avachi dans le fauteuil. Ce n'était pas parce qu'on est mort qu'il faut en profiter pour manquer de tenue. J'ai reculé de quelques mètres pour apprécier ma mise en scène. Parfaite. De son vivant, j'étais bien obligé de le reconnaître, Monsieur Cloret n'avait jamais eu un tel maintien. Dignité, rigueur, effacement, que peut-on demander de plus à un honnête homme, à un grand humaniste? Je suis allé à la cuisine remettre les noix au frigidaire, j'ai fait un petit crochet dans la salle de bain pour y prendre un peigne, et je me suis mise à coiffer soigneusement Monsieur Cloret, la chevelure un peu poisseuse d'abord, puis la barbe. Les poils étaient agglutinés les uns aux autres, comme s'ils avaient essayé de se protéger d'un danger terrible en se regroupant frileusement. Je me suis peigné à mon tour, puis je me suis rassis en face de Monsieur Cloret, exactement dans la position que j'occupais au début de notre entrevue. J'aurais dû me sentir parfaitement apaisé, presque serein, et pourtant, je n'étais qu'angoisse et tremblement. C'était peut-être à cause de ce maudit bouton de nacre. Oui, ce devait être cela. De quoi donc aurait-il pu s'agir autrement? Je n'aurais jamais dû le laisser traîner par terre. Rien n'est plus fragile, plus vulnérable qu'un bouton de nacre. Jamais je n'aurais dû être aussi négligent. Mon inconscience pouvait avoir des conséquences tout à fait imprévisibles. Le pire, maintenant, pouvait arriver. J'en étais à peu près certain. Je me suis penché pour ramasser le bouton avec d'infinies précautions, puis je suis allé dans la chambre de ma mame chercher sa boîte à ouvrage. Je me suis agenouillé devant Monsieur Cloret et j'ai recousu le petit orphelin de nacre en sanglotant. Je me suis piqué les doigts plusieurs fois, mais j'en ai presque retiré du plaisir. J'éprouvais la sensation enivrante de réparer une immense injustice. Ma joie a été de courte durée. Quand je me suis rassis en face de Monsieur Cloret, une épouvantable tristesse, de nouveau, s'est abattue sur moi. Dehors, maintenant, il faisait presque nuit.
Les fenêtres, en face, s'étaient allumées une à une. Des ombres passaient et repassaient devant les petits rectangles jaunes avec des gestes vagues. J'avais un peu l'impression d'assister à un film muet dont j'aurais manqué le début et dont je n'arriverais pas, malgré tous mes efforts, à comprendre le sens. Fantôme de vie, fantôme de douleur, tout comme moi, ici, dans la pénombre, planté devant cet homme aux lunettes noires, dont je fixais stupidement les petites mains boudinées, posées bien sagement à plat sur les genoux, pitoyables dans leur prétention dérisoire à essayer de faire croire que la vie, malgré tout, continuait. Mais je savais bien, moi, qu'il n'y avait plus rien, et depuis longtemps déjà. La mort était partout. Il ne subsistait plus qu'une pauvre imitation de la vie. Les silhouettes noires d'en face n'avaient plus guère de réalité que M. Cloret, Ferdinand et son arête plantée dans le gosier, Mamam, Paolina Semilionova ou Solange. C'était sans doute Solange qui se mouvait le plus à l'aise dans ce champ obscur, sans moisson. Le ciel d'en bas, elle le connaissait bien, intimement même, je crois. Elle en parlait rarement, car elle était pudique et secrète, silencieuse le plus souvent. Mais je savais, moi, qu'elle possédait la clé de certains tiroirs que nous ne parvenons que rarement à ouvrir, même en rêve. Elle arrivait à marcher en équilibre sur le rebord des toits, sans jamais se casser la figure, comme les chats de gouttière, et c'était cela que ma mame ne pouvait supporter. Non, elle ne pouvait pas. Elle se mettait à hurler, elle l'insultait, elle aurait voulu lui crever les yeux, la jeter par la fenêtre, l'étriper, la gonfler avec une pompe à vélo jusqu'à ce qu'elle éclate comme un ballon d'enfant, la faire avorter de force, même sans bébé dans le ventre. Solange, vraiment, elle n'arrivait pas à s'y habituer. Vraiment, c'était au-dessus de ses forces. Je crois bien même que c'est à cause d'elle qu'elle s'était mise à boire. Je commençais à trouver que ma mame mettait bien longtemps à rentrer. D'habitude, elle ne s'absentait guère plus d'une heure ou deux. D'un bistrot l'autre, de rues naviguées en rivières traversées, à la fin, péniblement, elle retrouvait l'étage et finissait sa croisière vers la cuisine où elle préparait le repas, douloureusement, en gémissant, comme si on l'avait arrachée de force à son lit d'hôpital. Elle se plaignait que Solange ne l'aidait pas, comme d'habitude. C'était une bonne à rien, une traînée, une ingrate, une salope, une lesbienne, une bolchevique, un fantôme, un lieu d'aisance, une chienne, une meule de foin, une fumée. Elle maudissait le jour où elle s'était introduite dans la maison. Elle prétendait qu'il aurait mieux valu déménager, partir n'importe où, plutôt que de continuer à supporter cette promiscuité intolérable. Elle pointait son index vers moi, comme si elle avait voulu me le planter dans l'œil. Oui, Jérôme, oui. Que tu le veuilles ou non, Solange, c'est ça, et rien d'autre. Rien d'autre, tu m'entends, pauvre imbécile. Je ne disais rien, moi. Je somnolais dans mon coin, fidèle au rôle qu'on m'avait attribué, celui du bon gros un peu simplet, qui dit toujours amen. Jérôme l'attardé, toujours flanqué dans les jupes de sa mère, le gentil garçon, l'obèse respectueux, l'idiot sans avenir. Je ne disais rien, mais je savais bien que Solange, c'était peut-être ce que disait ma mame, mais aussi tout à fait autre chose. Oh oui, et cela, ma pauvre mère, elle ne pouvait pas en avoir la moindre idée. Ça se passait ailleurs, vraiment ailleurs, dans des régions où elle n'accéderait jamais. Verrouiller la porte. Par Solange? Peut-être. Je ne savais pas très bien. Je n'avais devant moi que le cadavre de M. Cloret. Il fallait bien s'y habituer. Tout était en ordre. La coiffure, la barbe, la position des mains sur les genoux, le pli du pantalon, le saint homme vraiment. La mort elle-même n'avait pas réussi à bouleverser la molle ordonnance des traits du visage. Elle avait juste imposé à cet homme triste un supplément de rigueur. Au fond, elle ne l'avait pas détruit, elle lui avait simplement donné sa forme définitive, comme si elle n'avait fait que le suivre, des années durant, comme un chien fidèle. Maintenant, elle l'avait rejoint, et la statue enfin était achevée, presque parfaite. Brusquement, j'ai tendu l'oreille. Signe avant-coureur de l'orage, non pas, mais plus modestement, le retour de ma mame. Le retour de ma mame, comme cet événement banal se revêtait d'une solennité inhabituelle. C'était bien elle, oui, la mère Bauche. Il n'y avait plus le moindre doute, bien elle, personne d'autre, hélas. La canne cognant contre les marches vermoulues avec un bruit sourd, les jambes gorgées de pastis se traînant péniblement, raclant le fond de la mer. Personne d'autre, mais elle. Oh oui, la nageuse morte. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, j'avais l'impression que les murs de la salle à manger avançaient lentement, très lentement, mais avec une imperceptible régularité, et qu'ils allaient nous broyer, Monsieur Cloret et moi,
sans que nous ayons pu faire le moindre geste. Solange dirigeait-elle la manœuvre ? Je me sentais tellement angoissé que je ne parvenais pas à donner une réponse satisfaisante à cette question. Peut-être voulait-elle me protéger, tout simplement, réduire l'espace autour de moi, comme si je ne songeais déjà plus qu'à me réfugier dans mon cercueil, bien à l'abri, silencieux, immobile, somnambule tranquille, dérivant sur les eaux du fleuve noir, sous les Troènes, avec mon masque d'argent. Loin de Polly ? C'était bien cela le plus insupportable. Loin d'elle, si loin. Oh oui, loin, loin. Que pouvait-elle bien faire en ce moment, la petite branleuse ? Brumeuse Polly, maintenant dans la nuit. Couchée déjà ? Cela m'étonnerait. Après tout, il n'était guère plus de 8 heures. Peut-être caressait-elle d'un air rêveur le pain et le vin sur la table familiale, tandis que les robes blanches des petites filles, dehors, lentement, devenaient jaunâtres et tombaient en poussière comme les ailes de papillons quand le vent lourd et chaud descend des montagnes au début de l'été, se répand dans les couloirs, les salons, les chambres vides, entre les draps sagement pliés dans l'armoire. Peut-être collait-elle son visage contre la fenêtre pour admirer les premières taches verdâtres sur les visages en décomposition, là-bas, de l'autre côté de la route, dont l'odeur un peu fade, légèrement écœurante des magnolias. Petite salope, va. Elle avait sans doute fait le mur, dans l'odeur fade des magnolias, tripotée, retournée, offerte, finissant la soirée dans un cinéma de banlieue, éventrée, concassée. Elle s'en moquait bien du film, Polly. Elle ne jetait même jamais un regard sur l'écran. Elle aurait été bien incapable de me dire si le film était en noir et blanc ou en scope couleur. Non, la petite garce. Ce qui l'excitait, c'étaient les mains de Germain Dubar-Tarnouzet, de René Gourge, de Jean Rameuse, d'Octave Sébillot, de Michel Tronchu, leurs sales petites mains fouineuses aux ongles noirs, François Depau, Sylvain Bouchon, Nicolas Mikoulas, leurs doigts maladroits qui s'aventuraient dans sa culotte. Mais je savais bien que Polly ne se contentait pas de se faire caresser passivement et d'offrir aux narines avides ses odeurs les plus intimes. Elle s'emparait aussi des queues et les branlait discrètement. Western ou film d'amour, peu importait. Comédie musicale, film d'horreur. Pas regardante, la gamine. Experte, déjà précise, la petite chienne, ne répugnant pas à sucer ses doigts pleins de foutre chaud. Le foutre d'Albert Madonis, de Richard Furlinsroule ou de Mathieu Sigisprinette. Oui, précise, tellement précise. Pas farouche, mais toujours très digne. Très petite collégienne en permission de minuit. Et moi, ici, en face de ce cadavre, essayant d'oublier ma rage en concentrant toute mon attention sur le pas traînant de Mamam qui se rapprochait lentement, si lourdement, qu'il me semblait bien qu'elle n'arriverait jamais, comme dans les cauchemars, où ce que l'on redoute le plus n'apparaît qu'au moment où l'on va se réveiller. Enfin, la porte s'est ouverte, et je me suis senti brusquement soulagé lorsque je me suis rendu compte que Mamam, heureusement, comme je m'y attendais, était complètement ivre, d'une ivresse d'ailleurs assez joyeuse. Ce n'était pas toujours le cas. Presque aérienne, aurais-je pu dire, si la pauvre femme n'avait pas été à moitié infirme. Elle s'est laissée tomber sur une chaise en regardant autour d'elle d'un air vague, puis elle s'est mise à rire en faisant tournoyer sa canne au-dessus de sa tête, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. « J'espère que tu as été bien gentil avec Monsieur Cloret, a-t-elle murmuré dans un souffle. Bien gentil, car c'est un saint homme. Tout le monde le sait dans le quartier. Tout le monde. Oh oui, un saint homme. Quand elle avait bu, elle avait une tendance horripilante à répéter plusieurs fois les mêmes mots, comme si elle avait eu peur de ne pas se faire comprendre, ou peut-être tout simplement pour éprouver la réalité de sa propre existence. Roulant les mots comme on roule une boule, en espérant amasser mousse. Un très saint homme, éprouvé par la vie, si tu savais, et cruellement. Oh oui, des tas d'épreuves. Mais attention, toutes surmontées. C'est à cela, Jérôme, qu'on reconnaît les âmes fortes. Je l'ai interrompu tout de suite pour éviter de subir une nouvelle fois la triste histoire de Ferdinand et du merlan vengeur. Je sais, Mamam, je sais, Monsieur Cloret m'en a parlé. C'est en effet bien pénible. Elle s'est approchée de moi, presque à me frôler le visage. Elle sentait le pastis et l'urine. Elle marmonnait des propos incompréhensibles entre ses dents pourries. Puis elle s'est mise à chantonner. Jamais elle ne m'avait dégoûté à ce point, la mère Bauche. Elle chantait d'une voix fausse, éraillée, en rythmant les paroles avec sa canne. « Marie, trempe ton pain, toc,
Marie, trempe ton pain, toc, trempe ton pain dans ta soupe, toc. Puis elle s'est approchée tout doucement de M. Cloret et lui a marmonné à l'oreille d'un air mielleux. « Alors, M. Cloret, il s'est bien conduit, mon Jérôme ? C'est un gentil garçon, n'est-ce pas ? Vous l'avez convaincu pour les fleurs en papier crépon ? Ah, tant mieux, je suis bien contente, si vous saviez. Je ne pouvais plus le supporter, ce gros imbécile. L'idée de ne plus le voir ici dès demain me remplit de joie. Oh, le paquet de graisse, il s'en ira. Oh, monsieur Cloret, merci, merci. » Elle croyait que je n'avais rien entendu et revenait vers moi pour me couvrir de baisers. Je me laissais faire, c'était le seul moyen d'avoir la paix. Rien ne lui avait paru bizarre, ni les lunettes noires de monsieur Cloret, ni son écharpe rouge, ni son mutisme. Comme elle faisait elle-même les questions et les réponses, le monde était simple, presque transparent, enfin accordé à ses désirs. Même Solange n'aurait pas réussi à la faire redescendre sur terre. Elle s'enfouissait dans son rêve de liberté, d'indépendance, comme un animal dans son terrier. Elle me voyait déjà loin, occupée, prise en charge par l'État, bichonnée, robotisée, décervelée. Elle viendrait me voir une fois par an pour Noël, verserait quelques larmes, vite séchées, puis retournerait naviguer sur son océan de pastis. Tout l'argent de ses tricots, elle pourrait désormais le consacrer à la boisson, puisque je ne lui coûterais plus un centime. Mon Jérôme, et dire que demain on va me l'enlever pour toujours. C'est trop dur. » Elle se tournait vers M. Cloret. « Non, monsieur Cloret, non. Laissez-le-moi encore un peu. C'est mon fils. C'est mon seul enfant. Je l'ai porté dans mon ventre, par tous les temps. Je l'ai nourri de mon pauvre lait de veuve. Je l'ai vêtu avec mes tricots. Je l'ai serré dans mes bras quand il avait peur la nuit. Je lui ai torché le cul avec mes propres mains. Et voilà, on me l'enlève. » Elle prenait mon visage entre ses deux poings serrés et me fixait gravement, les yeux toujours embués de larmes. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-le-moi, Jérôme !» J'avais une folle envie de rire en pensant que toute cette pauvre comédie était destinée à impressionner M. Cloret, qui était toujours là, bien paisible dans son fauteuil, digne, les mains posées à plat sur les genoux, raide comme la justice. Ma Mame se délectait déjà de ce qu'on dirait d'elle demain en ville. La souffrance, les larmes péniblement refoulées, toute la détresse d'un cœur de mère. J'ai pensé avec un immense plaisir à la bonne surprise qu'elle allait avoir, tout à l'heure, quand elle découvrirait le foutre de son propre fils dans le pot de yaourt. J'avais une furieuse envie d'éclater de rire, mais je me suis contenu, car cela aurait pu paraître bizarre à la mère Bauche. N'empêche, je commençais à avoir un peu marre de ces pleurnicheries hystériques. Je crois bien même qu'elle commençait à se prendre un peu à son propre rôle. À force, la douleur devenait réelle, peut-être. Le pastis la rendait terriblement sentimentale, ma mère, sentimentale et méchante, et elle ne dédaignait pas, alors, de prendre le genre noble. Le seul moyen de la calmer, dans ces cas-là, c'était d'invoquer Solange. Parfois, cela pouvait la rendre folle furieuse. Certes, elle était capable alors d'éructer pendant des heures, mais le plus souvent, elle se taisait instantanément. Cela a été le cas cette fois encore, quand je lui ai dit sans colère, mais d'une voix ferme, presque froide, « Si tu continues à déconner, j'appelle Solange », elle a arrêté aussitôt sa comédie, puis elle s'est éloignée de moi à reculons, comme si elle venait brusquement de découvrir que j'étais pestiféré. Elle me fixait toujours, en murmurant une voix plaintive. « Solange, non, pas elle. Pas Solange, Jérôme, je t'en supplie, je ne peux pas. C'est vraiment au-dessus de mes forces. Je te demande d'avoir pitié. » Cette fois, il n'y avait plus le moindre doute. Elle ne jouait plus la comédie. Il y avait une telle anxiété gravée sur son visage, sur le moindre de ses traits, que j'avais presque pitié d'elle. Elle était roublarde, certes, et terriblement égoïste. Elle ne m'avait jamais aimé, j'en étais sûr. Sans doute parce que je ne correspondais en rien au fils qu'elle aurait voulu avoir. Mais elle était tellement démunie qu'elle me donnait envie de rire ou de pleurer, ce qui revient au même. « Pas Solange, Jérôme, ne fais pas ça, si tu as encore un peu de tendresse pour moi, je t'en supplie. » Elle était toute ratatinée dans sa petite robe grise, ma pauvre mère. Je me suis tu. À quoi bon triompher d'elle aussi facilement, même si, finalement, elle m'avait tendu un piège en me livrant pieds et poings liés aux mains de M. Cloret, ce faucheton superbe. Elle était là, devant moi, tremblante, dérisoire, une petite flamme grisâtre, prête à s'éteindre au moindre courant d'air. Elle était là, Marie-Louise Bauche, 77 ans, née Coudreau.
Elle non plus n'avait pas eu une vie très heureuse, la fille Coudreau. Guère plus que la mienne. Et puis maintenant, à quoi bon régler de vieux comptes? Toute ma haine était retombée d'un seul coup. Il y avait même en moi un sentiment étrange qui ressemblait à de l'amour ou à une pitié vague, un peu morne. Pas Solange, pas elle, Jérôme. Pitié, laisse-moi, laisse-la où elle est. La peur s'était logée en elle, sans crier gare. Elle avait chassé son ivresse d'un seul coup. Elle la faisait balbutier, bavoter, s'étrangler presque. En dernier recours, elle s'est tournée vers M. Cloret et l'a pris à témoin. Monsieur Cloret, dites-lui qu'il ne faut pas faire ça. Il vous écoutera, vous. Moi, il ne pense qu'à me tourmenter, depuis qu'il est tout petit. C'est un monstre, monsieur Cloret, ce gosse. Vous qui êtes un saint, demandez-lui d'arrêter de me torturer, de me laisser tranquille avec Solange. Je dérouille avec ce gamin, vous savez, depuis plus de 40 ans, et oui, jamais un bon mouvement, rien. Dire que je me suis crevé les yeux pendant des années sur mes tricots pour ce scélérat. J'ai fait des miracles pour lui, monsieur Cloret, tous les jours de ma vie, et puis voilà, à la moindre contrariété, le petit salopard, il appelle Solange. Il n'a que ce nom-là à la bouche. Solange, Solange. Regardez mes mèches grises, c'est à cause de lui. À mon âge, je pourrais plaire encore, mais non, rien à faire, il a fallu tout lui sacrifier. Pas une caresse, pas une petite pipe de temps en temps, rien. La solitude totale, à cause de lui. La cervelle d'un gamin de 5 ans maintenant, alors qu'autrefois il promettait tellement. Et mauvais avec ça, teigneux, sournois, vicieux. Tripoter les filles à la sortie de l'école, c'est tout ce qu'il sait faire, l'imbécile. Et encore, en payant. Elles le mènent par le bout du nez. Elles savent bien à qui elles ont affaire, les petites salopes. Allez, et qui paie? Maman, pardi. Avec ses tricots. Je sais plus faire que ça, moi, monsieur. Tricoter. J'en ai des crampes. Même la nuit, en rêve, je continue. C'est pas une vie, ça. Regardez cette barrique de vis. Regardez-la bien, monsieur Cloret. Vous n'êtes pas prêt d'en voir une semblable. Même si vous viviez plus de 100 ans. 1,90 m, 150 kilos, près d'1,60 m de tour de taille. Et je crois bien qu'il continue à grandir et à grossir, comme si c'était pas suffisant comme ça. Ça m'enlève le sommeil, figurez-vous. La nuit, parfois, j'ai l'impression d'entendre ses os craquer. Il se développe, oui, je vous dis. Bientôt, il ne me restera même plus une toute petite place pour respirer. Monsieur Cloret, soyez gentil, répondez-moi. D'où il vient, ce gamin? D'où il vient? Je vous en supplie. Il faut que je sache maintenant. J'ai besoin qu'on me dise, avant que je meure, parce que cette angoisse, c'est pas tenable. Sacrée mamam, pas moyen de la faire taire. L'évocation de Solange n'avait pas réussi à la calmer bien longtemps. Au contraire, elle était encore plus déchaînée que tout à l'heure. Comme M. Cloret restait muet, elle s'est approchée de lui et s'est laissée tomber à ses pieds, s'agrippant au bas de son pantalon. « Dites-lui, oh oui, dites-lui d'arrêter. Ayez pitié de moi. Ce n'est plus possible. Je vais devenir folle. Il me rend malade avec sa Solange. Mais qu'est-ce qu'il a à la fin? Une tumeur au cerveau? Des humeurs malignes? De la neurasthénie? La fièvre des nerfs? Répondez-moi, monsieur Cloret, vous qui avez passé votre vie à étudier. C'est d'être gros comme ça qui le rend si méchant? Il y a des jours, je vous assure, où je pense que j'aurais mieux fait de me coudre le vagin plutôt que de lui laisser voir le jour. C'est dur pour une mère de dire ça, mais malheureusement c'est vrai. Je suis sale à l'intérieur, pleine d'ordures, monsieur Cloret. Quand je pense à toutes ces sales bestioles qui grouillent en moi, toute cette vermine, j'ai envie de vomir. Mais c'est à cause de lui, car il corrompt tous ceux qui l'approchent, exactement comme Solange. L'air est empuanti par cette charogne qui se fait passer pour mon fils. Car mon fils est un aigle rayonnant, qui tournoie dans la lumière, et il y a bien longtemps qu'il a quitté la maison. Aidez-moi à arrêter cette sinistre parodie, monsieur Cloret. Je vous en serai reconnaissante jusqu'à mon dernier souffle. Regardez-le, il n'a pas de fille, il a rien, à son âge, une toute petite quéquette. Ça doit l'aigrir, forcément. Entre les jambes, oui, monsieur Cloret, vous me croirez ou pas, ça n'a presque pas grandi depuis qu'il était tout petit. C'est à peine gros comme un escargot petit gris, et encore, quand il bande. Les filles, vous parlez, ça leur plaît pas, bien sûr, surtout qu'il se rattrape pas avec sa conversation. Jamais un propos intéressant, il lit plus rien, à part quelques illustrés. Pourtant, il était brillant autrefois, il en savait des choses. Il passait ses journées à étudier, jamais une sortie, jamais une distraction. Je me demandais parfois ce qu'il pouvait bien chercher dans les livres.
Je pourrais vous montrer son livret scolaire, monsieur Cloret. Rien que des appréciations excellentes. Toujours premier, prix d'excellence. Il me disait parfois des choses que j'avais du mal à comprendre, mais j'étais fier de lui. Oh, si fier. Oui, vous ne pouvez pas savoir. Il avait même un professeur de lettres, monsieur Doucendre, qui lui promettait un avenir glorieux. Il est venu me voir un jour pour me parler de lui, de ses dons exceptionnels. J'étais pas peu fier, vous pensez, moi qui ai jamais étudié. Et puis un jour, je ne saurais sans doute jamais pourquoi, monsieur a décidé de faire marche arrière. Peut-être qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, allez donc savoir. Il est resté plusieurs semaines dans sa chambre à sangloter, l'imbécile. J'entr'ouvrais juste sa porte de temps en temps pour lui donner à manger. Quand il s'est enfin décidé à sortir de sa prison, je ne l'ai plus reconnu. C'est sans doute là qu'a eu lieu la substitution. Enfin, je m'expliquerai jamais. La vie, j'y ai jamais rien compris. Alors vous pensez, c'est pas maintenant, à mon âge, que je vais commencer? À mon avis, c'est d'être pas comme les autres qui l'a rendu comme ça. Vous comprenez? Les filles, elles aiment qu'un homme se soit un homme, pas vrai? Moi, mon mari, il en avait, je peux vous l'assurer. Il bandait presque sans arrêt. Il voulait me la mettre tout le temps dans la bouche, que c'en était fatigant. Et pourtant j'aimais bien ça, je vous jure. C'est beau l'amour, hein, monsieur Cloret? Le sentiment, c'est ça qui est chouette. Autrement, la vie vaut pas le coup. Enfin, c'est ce que je pense. Lui, Jérôme, il n'a pas eu beaucoup de bonheur. Alors il se venge, bien sûr. Il en a gros sur la patate. Quelques attouchements dans les coins. Pour un grand garçon comme ça, c'est pas suffisant, bien sûr. Il lui faudrait autre chose. Mais comment voulez-vous? Il a même pas de poils là où il devrait en avoir. Eh oui, ça paraît bizarre, un peu monstrueux, mais c'est comme ça. Rien. Complètement lisse, comme un petit garçon, le désert. Faut se mettre à sa place, à ce gosse. C'est dur à encaisser tout ça. On a beau faire, on s'habitue pas. Tous les jours avoir devant les yeux cette chose. Vous vous rendez compte? Pas un poil. Remarquez, ils ont peut-être poussé à l'intérieur. C'est ce que je me disais au début. Ça me consolait un peu. Vous savez, une mère, c'est prêt à se raconter n'importe quoi pour ne pas s'avouer que son enfant est un monstre de foire. Je me souviens d'un vieux film muet que j'ai vu quand j'étais petite fille. C'était l'histoire d'un nain qui se déguisait en bébé pour faire ses mauvais coups. Eh bien, parfois, monsieur Cloret, Jérôme me fait penser à ce triste personnage. J'éprouve la même angoisse chaque fois que je le vois. Oui, un peu comme s'il n'était pas un homme, ni même un tout petit enfant, mais une horrible contrefaçon, un simulacre obscène, rien, une ombre, rien, à peine un vivant, une sorte de moisissure. Il a la haine au cœur, alors il me persécute, il me parle sans arrêt de Solange, il m'appelle exprès mamam ou maman, parce qu'il sait très bien que j'ai horreur de ça, que ça me donne des convulsions à l'intérieur, et qu'un jour il va me faire crever, l'horrible. Tant d'années passées avec cette souffrance en moi, tant d'années, personne ne peut comprendre, même pas vous, monsieur Cloret, qui êtes pourtant si bon. Elle a grandi, elle m'a envahi. Maintenant, ce n'est plus tout à fait la même chose. Je voudrais bien être tranquille, car j'en ai assez bavé. Un peu de repos, peut-être. Elle répétait en secouant le cadavre de monsieur Cloret. Un peu de repos, un peu de repos. Elle le secouait tellement fort, la mère Bauche, née Coudreau, que je n'avais qu'une angoisse, mais de taille. Et si le Maccabée lui dégringolait dessus? Alors, c'était inévitable, elle découvrirait le poteau rose. Mais non. J'étais agréablement surpris. Monsieur Cloret restait bien vissé sur son fauteuil, toujours aussi réservé, se gardant bien de prendre parti, l'empaillé subtil. Mamam continuait à se contorsionner aux pieds de monsieur Cloret. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait été aussi odieuse. Très exactement, depuis le jour où je lui avais fait dégringoler plusieurs étages à coups de pied dans le ventre, histoire de lui apprendre ce qu'était l'amour d'un fils pour sa putain de mère. Car moi, enfin, on dira ce qu'on voudra, je n'avais de merci à dire à personne, surtout pas à elle. Je ne lui avais pas demandé d'écarter les cuisses et de se faire baiser. Voir le jour, je m'en serais bien passé. Né d'une giclée de foutre et de quelques gémissements grotesques, quel honneur! En plus, paraît-il, il faut être fier, humble, frétillant, éternellement reconnaissant. Merci à toi, ma mère. Le spectacle auquel tu m'as invité de force ne m'a vraiment pas plu. J'ai observé les hommes, je n'ai rien vu. Les vierges avaient oublié leur parure depuis bien longtemps, et le raisin vermeil, quand on le touchait, tombait en poussière. Les onagres s'étaient arrêtés sur les crêtes. Ils avaient aspiré le vent, comme les chacals. J'étais tellement bien dans ma nuit, et il a fallu qu'on me déloge. Tant de malheurs,
Tant de souffrance pour une bite un peu impatiente. Misère. Le coupable, c'était le ventre de ma mame. C'était lui que j'avais frappé en premier lorsque je l'avais poussé dans l'escalier. Il en portait encore la trace. Quelques bleus dont certains commençaient à s'infecter. La pourriture s'attaquait d'abord à la pourriture, rien de plus normal. En se faisant baiser par son mari, ma mame m'avait trompé, et cela, je ne pourrais jamais lui pardonner, même si un mauvais génie me condamnait à vivre plusieurs vies. En naissant, j'étais déjà l'amant trompé, gluant, déjà ridicule et affreusement seul, né d'un plaisir étranger. Il y en a beaucoup comme moi. Enfants, ils ont déjà tout perdu. Adultes, ils ne sont plus que des fantômes. Ils rêvent de se venger, mais bien peu passent aux actes. Le plaisir dans les lits moites, ils finissent par s'y adonner, alors qu'ils voudraient se tuer, ou dans le meilleur des cas, tuer leurs semblables. Moi, de ces quelques gouttes de foutre qu'une mort a déposées dans le ventre chaud de ma mère, y faisant naître cet abcès dont je suis sorti, monceau d'entrailles à mon tour, j'ai tiré ma haine, froide, comme un acier, lucide comme un poignard. Misère. Ma mame continuait à se trémousser aux pieds de M. Cloret. Elle semblait y trouver un plaisir vaguement obscène, un peu comme ces très vieilles femmes que troublent des adolescents insolents sur les plages ou dans les casinos à la fin de l'été. Sans doute avait-elle dépassé sa dose habituelle de pastis, celle au-delà de laquelle elle n'était plus supportable. Visiblement, elle ne pensait plus du tout à Solange. Elle n'avait plus qu'une obsession, m'humilier, me traîner dans la merde, me rayer une bonne fois pour toutes de la carte. Au fond, cela ne me gênait pas tellement. L'humiliation, depuis bien longtemps, était mon pain quotidien.